Bonsoir, nous sommes le mardi 5 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, accompagnée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Les salariés du centre hospitalier André Mignot du Chesnay en colère. Ils manifestent pour dénoncer ce qu'ils estiment être des suppressions de postes et une dégradation de leurs conditions de travail. Les soldes d'hiver se préparent dans les magasins. L'heure est au dernier rangement avant le jour J, un rendez-vous des plus importants pour les commerçants après une fin d'année morose. Et enfin, Yvine Information Jeunesse, le centre départemental des ménages. L'association quitte Versailles pour Montigny-le-Bretonneux. Retour sur les raisons du changement et sur les nouvelles missions avec Pierre-Yves Stucky, son directeur. Et enfin, le 1er janvier, la traditionnelle promotion civile de la Légion a été annoncée. Cette année, 616 personnes sont décorées. Parmi elles, Jacques Lolioz, maire de Magny-les-Hameaux de 1983 à 1989, puis de 1995 à 2012. Il est élevé au grade de chevalier. La Légion récompense ses 55 années de service. On l'écoute au micro de Mélanie Poquet. C'est donc lié au ministère de l'Intérieur. C'est quelque chose qui me touche, notamment par rapport à la durée, parce que c'est quand même donc, le ministère de l'Intérieur par rapport au vu donc, de mon dossier. C'est 55 ans de ma vie. Effectivement, par rapport à l'âge que j'ai, c'était donc à 18 ans que je me suis engagé déjà donc, pour mon pays, en quelque sorte, et pour donc, les Français, tout simplement. Pour moi, c'est une reconnaissance, plus qu'une fierté. Et en même temps, donc, c'est l'accomplissement d'un travail collectif avec les habitants, avec les élus, à différents moments donc, de ma carrière politique, tout simplement. Et lors de sa cérémonie de vœux, le maire a donné le ton pour le prochain conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Samedi, la nouvelle agglomération de 12 communes se réunira pour la première fois. La majorité de droite renforcera mathématiquement ses rangs avec l'arrivée des élus de 5 communes. Mais pour Bertrand Houillon, l'opposition aurait dû avoir une place plus importante. Elle n'aura vraisemblablement aucune vice-présidence. Écoutez-le. Aujourd'hui, on n'a plus voix au chapitre. Tout simplement. Si par exemple dans l'intérêt communautaire, la majorité de l'agglomération décide qu'il y aura les piscines, on financera, et d'après ce que j'ai lu dans la presse, 10 millions d'euros pour une piscine à Maurepas qui n'a aucun esprit communautaire. Voilà. Il ne faut pas se servir de l'agglomération comme d'un objet partisan, parce que c'est une coopération entre les communes. Et la base de tout ça, c'est les communes qui mettent en commun, malgré toute leur diversité, qui mettent en commun leurs finances, dans un projet de territoire élargi au service des habitants en premier lieu dans toute leur diversité. Politique, toujours l'information est désormais officielle. Benoît Hamon ne siégera plus au conseil municipal de Trappes. Il sera donc également absent de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Élu en mars 2014 sur la liste du maire sortant Guy Malandin, l'ancien ministre, par ailleurs député de la 11e circonscription, venait de mener campagne lors des régionales aux côtés de Claude Barthelone. Élu en Ile-de-France en décembre, il était aujourd'hui dans l'obligation de faire un choix en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Il a donc choisi de démissionner de son poste à la ville de Trappes. On l'écoute. À chaque fois qu'on prend ce genre de décision, c'est sujet à toutes les interprétations. Je reste député de la 11e circonscription. Et comme aujourd'hui, tant sur la question de la RN10, on attend la décision de la région, que sur la question du financement des associations, on attend des décisions importantes, que sur la question du financement du commissariat d'Elancourt, on attend des décisions importantes. Il me semble que je ne serais pas inutile à la commission permanente de la région, à laquelle dont je suis membre, pour faire en sorte que tous les investissements de la région ne soient fléchés seulement vers des communes amies de Mme Pécresse. Bon, après, c'est toujours un peu un crève-cœur que de lâcher un mandat. Et en étant candidat au régional, alors que j'avais démissionné pour être conseiller municipal de Trappes, je savais que j'allais devoir à nouveau refaire ce choix. Et comment réagissent les habitants de Trappes à cette nouvelle? Nous sommes allés leur poser la question. Moi, j'en pense rien. C'est un homme libre, il peut faire ce qu'il veut. Moi, vous savez, Trappes continuera de vivre sans lui. Hein, Je regrettais, mais j'espère l'autre qui va remplacer, ce sera mieux, ou comme lui. C'est dommage, c'était une bonne personne en plus.
On l'aimait bien, on discutait bien avec lui. Comme il m'a jamais rendu service, il peut partir. Et comme quand on le croise au marché, il a du mal à répondre bonjour à ses concitoyens, je ne le regretterai pas. Je peux vous dire que c'est une personne qui fait beaucoup de choses sur la ville de Trappes. C'est une personne aussi courageuse. Je ne m'attendais pas à son départ aussi, c'est malheureux. Je précise que Benoît Hamon reste député de la 11e circonscription. Social à présent, ce matin, au centre hospitalier André Mignot du Chesnay, les salariés ont manifesté leur colère contre la direction en débrayant 1 heure pendant qu'un comité technique d'établissement se réunissait. Une centaine de personnes se sont rassemblées sous les drapeaux de syndicats Sud et CGT pour dénoncer la suppression de 25 postes dans les semaines à venir. Un reportage signé William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Aujourd'hui, on commence par les ASH. Demain, ça sera les secrétaires. C'est un vent de colère qui soufflait ce matin dans les couloirs de l'hôpital André Mignot du Chesnay. Les syndicats Sud et CGT, rejoints par une centaine de salariés, ont dénoncé une récente déclaration de la direction. Selon eux, l'hôpital voudrait réaliser des économies aux dépens des salariés en réorganisant les services. C'est 25 agents, 25 CDD qui ne vont pas être renouvelés. Donc il y a quand même 25 suppressions de postes. Cette mise en place fait suite finalement au déficit cumulé sur plusieurs années, dû principalement aux travaux d'agrandissement de l'établissement. Et aujourd'hui, on fait payer le personnel alors qu'il n'y est pour rien. Pour les syndicats, cette suppression de 25 postes d'agents de service hospitalier n'est qu'une première étape. Et pour Sébastien Point, cela aura forcément des répercussions sur la charge de travail des aides-soignantes. Évidemment, c'est une perte de revenus pour certaines catégories, les plus précaires. Et puis surtout, effectivement, aujourd'hui, avec la mise en place de ce pool, les agents vont aller à droite à gauche sans connaître les patients, sans connaître la spécificité du service, où il y a des normes d'hygiène dans certains secteurs qui sont très strictes. Et aujourd'hui, on n'aura plus ça. On perd cette qualité, cette connaissance. La direction de l'hôpital a annoncé dans un communiqué que ce plan pluriannuel de retour à l'équilibre budgétaire est la conséquence des mesures d'économie visant à résorber le déficit de l'assurance maladie. Les mesures de réorganisation de l'activité de nettoyage seront progressivement centralisées au cours de l'année 2016 et assurées par une seule et même équipe. La réduction des postes affectés à ces activités sera gérée par des réaffectations en interne, promotion professionnelle et des départs naturels. Et revenons à présent sur le réveillon. Le 31 décembre, l'occasion de se retrouver pour la dernière fois de l'année autour d'un bon repas. C'était peut-être votre programme, mais certains se trouvent isolés, et notamment les personnes âgées. Selon une étude de 2014 réalisée par la Fondation de France, une personne âgée sur 4 est seule. Pour y remédier, le temps d'un après-midi, la Fédération des Yvelines du Secours populaire a invité 80 Yvelinois à partager un repas de fête à bord d'une péniche. Ce reportage est signé Mélanie Poquet, Meryl Loisel et Camille Lambert. C'est au pied de la Grande Dame de Fer que leur croisière a débuté. Ces 80 personnes âgées et isolées sont les invités du Secours populaire des Yvelines. C'est la 3e édition de cette initiative solidaire. Il y a 3-4 ans, on s'était dit quand même qu'on pensait souvent aux enfants pour Noël, on pensait aux familles aussi parce qu'on fait des libres services de Noël pour que les gens puissent fêter Noël à la maison, etc. Et que globalement, on oubliait souvent un petit peu les plus anciens et que quelque part, ce n'était pas tout à fait juste. Donc on essaye de faire en sorte de penser à nos anciens parce que je pense qu'ils le méritent bien, quoi. Discuter, déguster un bon repas et pour beaucoup découvrir Paris, c'était le programme de cette croisière qui durait un peu plus de 2 heures. Je suis contente parce que je viens ici, je regarde tout parce que c'est la première fois que je viens ici à côté de la Tour Eiffel parce que je n'ai pas vu la Tour Eiffel. Et c'est bon, tout est fait, tout est beau. J'ai des amis, madame est de la résidence comme moi, et les autres personnes, je ne les connais pas. Et nous sommes tous des humains et nous devons tous nous aimer. Parce que c'est la fin de l'année 2015. On a intérêt pour prendre une nouvelle année 2016 avec beaucoup de paix et Internet et sécurité. Voilà. Musique, chant, petits pas de danse et l'estomac bien rempli, ces Yvelinois n'avaient plus qu'à se laisser porter. Et comme chaque année, à la même période, les soldes d'hiver prennent leur quartier dans toutes les enseignes. Elles débuteront demain, mercredi 6 janvier, pour 6 semaines. Un rendez-vous qui se doit d'être rigoureusement préparé par les boutiques. Il représente en moyenne 15% de chiffre d'affaires annuel. Regardez ce reportage réalisé par Sephora Namani, Fanny Bourdillon et Simon Oliel.
Demain, mercredi 6 janvier, démarrent les soldes d'hiver pour 6 semaines. Un rendez-vous attendu par tous les amateurs de bons plans qui commencent leur repérage, même si la multiplication des ventes privées et promotions sur Internet diminue l'attrait de ces soldes officiels. Demain, il va y avoir trop de monde. Pourquoi vous, ça vous intéresse pas? Bah, j'attendrai dans la semaine prochaine. En principe, on fait toujours un petit tour avant et après, on profite des avantages des soldes. Donc là, vous êtes en train de faire un petit tour pour repérer, ouais. C'est les soldes toute l'année. De toute façon, si on va sur Internet, on peut se promener et avoir toujours du low cost, donc c'est pas la démarche. Ce rendez-vous représente pour les boutiques l'un des 3 pics économiques de l'année avec juillet et décembre. Les enseignes réalisent à ce moment-là 15 à 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc là, cette année, on a mis les soldes devant, en entrée de magasin. Tout de suite, on démarre avec du moins 50, ensuite du moins 40, du moins 30 et du moins 20. Et en fond de magasin, les produits qui sont non décotés et la nouvelle collection qui va arriver. Là, on espère qu'avec le froid qui revient à nouveau, qu'on puisse écouler tout le stock de pulls qu'on n'a pas pu écouler parce que le début de l'automne, fin de l'automne en tout cas, a été très très doux. La réussite des soldes est directement impactée par la météo du moment et le contexte social. La première journée est souvent un bon indicateur. Dans cette enseigne, comme pour ses confrères du centre commercial, la moitié du chiffre d'affaires du premier jour devrait être réalisée à 16h. En attendant, ce soir, tous les articles devront être étiquetés pour que tout soit prêt demain. Et leur mission, c'est d'aider, d'orienter les jeunes. Yvelines Information Jeunesse, le centre départemental d'information pour les jeunes, déménage et s'installe à Montigny-le-Bretonneux. Pour nous en parler ce soir, Pierre-Yves Stucki, président d'Yvelines Information Jeunesse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vos locaux ont déménagé, vous avez déménagé, vous êtes maintenant installé à Montigny-le-Bretonneux. Quelles sont un petit peu les raisons de ce déménagement ? C'est vrai qu'on ne quitte pas aussi facilement une ville comme Versailles où on a été installé depuis 40 ans, plus de 40 ans, et 25 ans à la même adresse, et où on avait une vraie notoriété. En fait, si on est parti, c'est vraiment pour des raisons très pratiques, c'est-à-dire qu'on avait une très belle surface, mais qui était un peu trop grande par rapport à l'activité notamment d'accueil du public, qui est un peu en train de diminuer au profit d'autres formes d'action. Et donc ça nous coûtait cher. Ça nous coûtait cher dans un contexte de baisse de dotation, puisque nous sommes financés par le département, l'État et puis l'Union européenne. Et donc très concrètement, on s'est dit soit on reste là et on finance des beaux locaux et on ne pourra plus financer du personnel, des informateurs jeunesse pour aider les jeunes, soit on privilégie le personnel et le service aux jeunes et on trouve des locaux qui sont plus adaptés. Et c'est évidemment ce deuxième choix qu'on a fait. Donc il a fallu chercher où aller. Au départ, on pensait plutôt sur Versailles, puisqu'on avait cette notoriété. On n'a pas trouvé. D'autre part, la ville de Versailles, elle, a fait d'autres choix pour sa politique jeunesse et ne souhaitait pas soutenir financièrement YJ, ce qui ne nous simplifiait pas la tâche. Et donc, comme on anime ce réseau d'information jeunesse à travers le département, on avait des bons contacts avec différents points et bureaux information jeunesse, dont celui de Montigny. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité pour venir sur un territoire où il y a beaucoup de jeunes, où il y a une densité urbaine et puis un bassin de vie étudiante qui permettait certes de quitter un territoire où on était connu, mais d'en rejoindre un qui est dynamique et où il y a beaucoup de jeunes qui sont le public auquel on s'adresse. La proximité avec la faculté va changer quelque chose? Elle va mettre d'autres actions en place justement à cause de ces jeunes qui sont très près maintenant du coup de vos nouveaux locaux? Oui, tout à fait. Si on vient là, c'est effectivement qu'on souhaite pouvoir travailler étroitement avec tous les acteurs de la jeunesse sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On garde notre activité d'animation du réseau au niveau du département, ça c'est important de le dire. On garde notre activité de centre d'information européen, mais on a aussi une activité localement. D'autant que ce qu'on voit, c'est que depuis 40 ans qu'existent ces structures d'information jeunesse, beaucoup de choses ont changé, notamment dans les modalités d'accès à l'information. Je pense que si on va au centre commercial à côté et qu'on demande à un jeune quel est son premier réflexe quand il cherche une info, je doute qu'ils nous disent que son premier réflexe est d'aller dans un local, d'aller ouvrir des classeurs. Je pense qu'il sort son smartphone de sa poche et il fait une recherche. On voit bien que le premier réflexe d'accès à l'information est différent aujourd'hui, ce qui explique qu'il y ait moins de visites spontanées dans un premier temps et qu'on doit se déployer sur d'autres formes. Donc on va beaucoup développer notre site internet comme... On a déjà 145 000 visites chaque année, ce qui en fait le premier point de contact, beaucoup plus que les 10 000 jeunes qui poussent la porte de nos locaux chaque année.
Mais on va aussi développer, on a commencé à le faire, les actions hors les murs, dans les établissements scolaires, à l'université. J'espère qu'on pourra aussi avoir des bonnes relations. Vous parliez, voilà, vous aviez évoqué le fait de changer de locaux, c'était une question aussi voilà, de subventions. En 2013, donc l'association avait failli fermer justement à cause des baisses de subventions. Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que c'est toujours les mêmes difficultés que vous rencontrez ou est-ce que vous avez trouvé des solutions? Alors, la difficulté qu'avait connue l'association n'était pas seulement, et peut-être même pas d'abord une question de manque de financement, c'était un déficit de gouvernance. En fait, il n'y avait plus de bureau pour l'association, ce qui évidemment est assez problématique. À cette époque-là, et je pense qu'on peut lui rendre hommage et dire que la ville de Versailles a aussi su soutenir à l'époque, c'était François-Xavier Bellamy qui était adjoint au maire de Versailles, enfin qui est adjoint au maire de Versailles toujours, qui avait assuré une présidence à titre d'intérim et je lui ai succédé. En revanche, ce qui est vrai, c'est que par ailleurs, le financement diminue parce que on connaît le contexte, voilà, et le département, qui est notre premier financeur, lui-même voit ses dotations baisser, donc il ne peut pas faire de miracle, et ça, je ne le conteste pas. Voilà, très concrètement, c'est une baisse de 40 000 € par an pendant 3 ans. Les solutions que vous mettez en place? Le fait de quitter est déjà une première solution importante. Il y a aussi une action pour conserver les autres subventions qu'on a, notamment en assurant bien notre mission de centre d'information européen, ce qui nous permet de continuer à avoir la subvention européenne, et donc en redéployant un peu l'effectif, avec un peu moins de personnel sur les tâches administratives, comptables, et beaucoup plus sur les aspects opérationnels. Les missions ont changé depuis la création, l'installation de l'association, en tout cas en 1974 à Versailles? Alors, ça dépend si on pense aux finalités ou aux modalités de réalisation. Je pense que les finalités n'ont pas changé. L'idée, c'est toujours que les jeunes ont besoin d'accompagnement, d'aide pour s'intégrer dans un monde qui n'est pas facile, peut-être encore plus dur qu'autrefois. En revanche, les modalités, elles, ont complètement changé. L'exemple de l'information au sens propre, parce que c'est la mission première du réseau d'information jeunesse, elles ont changé. Le réflexe premier qui est d'aller dans un local pour consulter la documentation, ça c'est quelque chose qui diminue fortement, et on le voit au niveau d'Yvelines Information Jeunesse, mais toutes les animations de réseau le montrent. Donc les modalités changent, le service en ligne augmente, et puis nous développons aussi, nous, davantage les services autour de l'aide aux jobs. Donc vraiment ce créneau spécifique des jobs d'été qui sont très importants aujourd'hui, parce qu'ils permettent aux jeunes d'avoir une première expérience avant de prétendre à d'autres expériences. Finalement, aujourd'hui, les entreprises veulent bien embaucher des débutants avec expérience, ce qui est un peu paradoxal, mais ces jobs sont un élément de réponse. L'aide au logement, qui est un vrai problème sur le département aussi. Enfin, une dernière question avant de nous quitter. Est-ce que vous avez des actualités? Vous pouvez nous dire un petit peu des choses que vous allez mettre en place pour 2016? Alors, dans les choses qui sont importantes, je vais en dire deux. Le premier, c'est qu'on va, très concrètement, dans la ligne de ce que je viens de dire, redévelopper et changer notre site web et réintégrer toutes les offres de jobs qui étaient sur un autre site qui s'appelait Job en Stock. Tout ça va être regroupé pour être plus lisible et plus efficace et redéveloppé. Et puis, on fera une action dont on reparlera en temps et en heure autour de l'Euro 2016, puisqu'on va accueillir, la France va accueillir l'Euro 2016 et qu'on va répondre à un appel à projet, exactement. On va répondre à un appel à projet régional pour développer des actions à destination des jeunes à l'occasion de l'Euro. Merci beaucoup Pierre-Yves Stucki. Je le rappelle, Yvelines Information Jeunesse ouvrira donc ses portes le 11 janvier à cette adresse, le 3 Parvis des Sources à Montigny-le-Bretonneux. Le site internet s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez y trouver toutes les informations. Et l'année 2015 vient de s'achever. 2015, une année difficile pour les Français. Elle a notamment été marquée par les tragiques attentats du 7 janvier et du 13 novembre dernier à Paris. Politique, société, culture, le département des Yvelines a également connu son lot d'événements. Retour sur cette année 2015 en quelques minutes. Une année 2015 qui a débuté dans la douleur. Le 7 janvier, les locaux du journal Charlie Hebdo sont la cible d'une attaque terroriste. 11 personnes sont assassinées par les frères Kouachi, dont 8 membres de la rédaction. 2 jours plus tard, une nouvelle attaque secoue la France. Amédi Koulibaly prend en otage les clients d'une supérette cachère dans le 12e arrondissement, toujours à Paris. Il tuera 4 personnes avant d'être abattu par les forces de police. En France, l'émotion est vive et les hommages se multiplient également dans les Yvelines. Je suis touché, je pense qu'il y a des événements qui sont intolérables et je pense que face à ça, on n'a pas le choix que de se mobiliser. Et donc il faut absolument faire face et être tous ensemble sur des événements comme ça pour montrer que quoi qu'il arrive, les Français sont des gens de liberté et qu'on n'est pas prêt à céder à ces libertés. Aujourd'hui, il faut absolument appeler au rassemblement, à appeler justement à ne pas stigmatiser, à ne pas diviser. La République, elle est indivisible et elle est unie dans l'ensemble de sa diversité. Et c'est ça qui fait la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, ce rassemblement est essentiel. Après l'émotion, les mesures de sécurité sont accrues. Le plan Vigipirate, alerte attentat, est activé sur toute la France.
Dès à présent, les sites sensibles sont protégés par les militaires, en bonne articulation avec les forces de police et les forces de gendarmerie pour assurer la sécurité de notre pays face aux menaces qui sont maintenues. C'est dans ce contexte que se déroulent les élections départementales. Si le premier tour en mars a peu mobilisé, il a révélé l'importance grandissante du parti du Front National. La droite déferle sur les Yvelines lors du second tour. Les cantons de Montigny-le-Bretonneux et de Trappes, historiquement à gauche, basculent. Premièrement, c'est pas un coup d'État, hein, c'est les votes, c'est un vote démocratique d'abord. Hein. Bon, les Français, les Yvelinois l'ont voulu. Hein. Même moi, j'étais étonné parce que j'ai vu les scores. Moi, j'ai vu que dans des bureaux ici, j'ai fait 70%. Je n'ai jamais fait 70% dans un bureau de vote dans ma vie, moi. Donc, on sent bien quand même qu'il y a un rejet quand même du socialisme. Sans surprise, les 42 conseillers départementaux de droite et du centre conduisent Pierre Bédier pour un nouveau mandat. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'élargissement de la communauté d'agglomération est au cœur des discussions. 5 communes, Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Coignères et Maurepas, devraient rejoindre au 1er janvier les 7 villes déjà associées. Il va falloir se mettre autour d'une table, travailler bien sûr sur l'intégration de ces communes, parce que celles qui vont arriver devront se mettre au niveau des communes qui existent déjà sur notre territoire. En sport, l'événement phare pour Saint-Quentin-en-Yvelines début 2015, c'est bien évidemment les championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils se déroulent au Vélodrome national, une compétition où les Français brillent, 5 titres et 7 podiums sur 19. Avec 2 titres supplémentaires à ajouter à son palmarès, François Pervis est la star française de ces mondiaux. On a fait un très beau championnat du monde et on a su montrer à tout le monde qu'on savait être là le jour J, et pour les Jeux Olympiques, on n'a vraiment pas peur. Sport toujours, l'Autrichien Bernd Wiesberger remporte la 99e édition de l'Open de France au Golf National de Saint-Quentin. En mai, ce sont les trappistes qui sont touchés par un tragique événement. La mort du jeune Moussa, 14 ans, tué d'une rafale de pistolets mitrailleurs dans le secteur des Merisiers. Vivement qu'on trouve qui a tué ce gosse. On trouvera parce que c'est pas possible de laisser dans l'irresponsabilité l'assassinat d'un gamin de 14 ans. C'est pas possible. Qui était un gamin adorable. De nombreux rassemblements ont lieu en souvenir du jeune homme. L'enquête est toujours en cours. 1er septembre, la rentrée avec un nouveau préfet. Serge Morvan, 56 ans, chargé de la réforme territoriale, remplace Hérard Corbin de Montgou à la tête du département. Un préfet très sollicité, notamment par l'arrivée des migrants syriens et irakiens. La commune de Bonnel, dans les Yvelines, est la première à les accueillir. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le mois d'octobre est agité pour l'agglomération. Entre l'ancienne majorité et la nouvelle, l'affaire des audits de la Casquie pose des questions sur les problèmes de gestion. Aujourd'hui, les recrutements, ils ne doivent pas être partisans, ils doivent être sur les compétences, sur les besoins de l'interco, pas en fonction du besoin de telle famille ou de tel parti. Voilà. Donc il faut remettre quand même de l'éthique. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a utilisation des moyens de l'agglomération à des fins politiques au profit d'une famille politique, dans une période électorale. Au mois de novembre, la France est à nouveau frappée par un drame. Le 13 novembre, Paris est victime de plusieurs attaques terroristes simultanées revendiquées par Daesh. Les 10e, 11e arrondissements, le Stade de France et surtout la salle de spectacle du Bataclan sont visés. Le bilan est tragique, 130 morts et plus de 350 blessés. L'état d'urgence est prononcé en France. J'entends comme des bruits de pétards en fait. Et au départ, je réalise pas vraiment. Je tourne la tête à gauche, c'est là que je vois des gens tomber en fait, comme des feuilles en fait. Et je réalise qu'il y a un problème. Non, ils nous ont blessés dans notre chair, mais ils ne nous tueront pas. Ils sont prêts à mourir en se faisant exploser. Nous, on est prêts à mourir en venant là où on peut se faire exploser. On est pareil qu'eux à ce niveau-là. Et ça ne marchera pas parce que si on a peur de la mort comme eux, ils n'en ont pas peur, on est perdants. Dans les Yvelines, comme partout dans le monde, de nombreuses commémorations ont lieu. Cet attentat est le plus dramatique que la France ait connu.
Des attentats que l'on retrouve au cœur des élections régionales, l'événement politique de cette fin d'année 2015. Valérie Pécresse remporte la région Île-de-France le 13 décembre. Elle était depuis 17 ans aux mains de la gauche. Claude Barthelone avait été privilégié aux dépens de Jean-Paul Huchon. Chères franciliennes, chers franciliens, j'aime notre région. Mais je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour. Et hier, nous vous avions demandé vos vœux pour 2016. Aujourd'hui, il est temps de penser aux bonnes résolutions pour la nouvelle année. Alors, quelle est la vôtre? C'est la question que nous vous avons posée. Regardez. Je vais penser à moi cette année parce que j'ai eu une année 2015 très difficile. Donc j'espère que 2016 sera très bien pour tout le monde. Avoir de bonnes conversations avec tout le monde, rigoler avec tout le monde, profiter de la vie, voilà, de la joie que je partage avec les Français ici en France, quoi. Eh bien cette année, je n'en ai pris aucune parce que chaque année j'en prenais et puis je tenais aucune résolution. Donc je me suis dit c'est plus simple cette année, je n'en prends pas. Ne pas rester au lit trop longtemps et se coucher à des heures convenables. Ne pas s'abrutir derrière la télévision. Être raisonnable, savoir raison garder et être modéré. La modération en tout conduit à la sagesse. Et on espère que vous allez les tenir. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.